Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Morito Football Club, le seul et unique cocktail de culture foot. Le Moritoro pendant l'Euro du lundi au vendredi sur RBS à 17h, vous êtes à présent habitués. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook également, le Facebook du Morito FC, et puis bien sûr nous écouter en ligne sur radio-rbs.com, ça c'est également possible si vous n'avez pas la radio, ou si vous habitez loin de Strasbourg, puisque les ondes évidemment on ne les capte pas partout. Le 91.9 FM, avec aujourd'hui au micro Michel. Salut Michel. Salut Paolo. Nous avons Andy. Salut Andy. Paolo. Et nous avons Mathieu. Salut Mathieu. Salut Paolo. Voilà, trois chroniqueurs de choc pour parler de l'Euro 2016. Quelle surprise, des matchs. On va revenir encore sur les matchs de ce week-end. C'est vrai qu'on a surtout parlé de l'équipe de France hier, avec vraiment des analyses dans tous les sens, avec des schémas. Cédric d'ailleurs qui a préparé des schémas que vous pouvez consulter sur la page Facebook. Enfin, ça a été une émission très très riche hier sur l'équipe de France. On a moins parlé des trois autres quarts de finale. On va plus en parler aujourd'hui, et demain ce sera évidemment déjà l'heure d'évoquer et de préparer les demi, puisque ça commence mercredi et jeudi. Alors émission qui s'annonce dynamique aujourd'hui. Ah, j'espère Michel, parce que Michel était un peu endormi vendredi. C'est vrai qu'il était un peu en dedans. Il préparait sa soirée. Ah, ça y est. Son déguisement de danseuse French Cancan n'était pas parfaitement repassé. Il craignait un peu pour ses invités. Finalement, ça s'est bien passé, n'est-ce pas Michel, samedi? Tout à fait. Ouais. Du coup, tu as séché Allemagne-Italie. Oui, bon, pour remettre ça dans le contexte, j'ai fêté mon anniversaire, donc j'ai proposé à mes invités de regarder le match, mais... Et toi, tu as décidé dans ton coin de pas regarder, de te saouler seul. voilà, tout à fait. Bravo Michel. Et par contre Mathieu, qui était à l'anniversaire, a vu le match, donc c'est bien, on aura au moins une personne, plus Andy qui a vu, et moi d'ailleurs, voilà, au passage. On est trois à avoir vu Allemagne-Italie. On va en parler dans quelques instants, peut-être puisque vous n'étiez pas là hier, messieurs. On va parler de l'équipe de France rapidement pour que vous nous donniez chacun votre sentiment. Je sais pas si vous voulez développer certains aspects en particulier. Est-ce que cette équipe de France, cette fois vous a convaincu? Oui, je pense. Est-ce que on va vers un bon match en demi contre l'Allemagne? Je sais pas, Andy pour commencer. C'est pour on a vu la meilleure entame de match des Bleus, quoi. On peut dire que c'est le match le plus abouti. Des gens vont dire que c'est que l'Islande en face, mais c'est l'Islande mérite d'être là. Si elle est là, c'est qu'elle l'a mérité sur le terrain, mais la France a su faire le boulot, a su mettre ses occasions au fond, et on peut s'attendre à une grosse rencontre contre l'Allemagne. Voilà, alors que oui, on a ouvert les fenêtres en studio, et donc ça vole un peu dans tous les sens, il y a du courant d'air. Faudra fermer les fenêtres aussi, ça part trop en vrille. Mathieu, toi, l'équipe de France, ça y est, l'Allemagne c'est dans le sac, quoi. L'affaire est dans le sac. Oula, non, j'irai pas jusque-là. C'est provocateur bien sûr comme question, mais c'est histoire de lancer le débat. Ouais, bon, enfin là on s'avance déjà sur la projection des deux. C'est vrai. Sur le match de dimanche, on a vu un super axe Giroud-Griezmann. Ouais. Et vraiment, faudra remettre ces deux joueurs dans les mêmes dispositions pour l'Allemagne. Surtout, je parle de Griezmann, qui est vraiment comme un poisson dans l'eau, dans une position un peu axiale. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est sur le côté. Voilà, alors ça c'est des repères maintenant qui sont plus clairs, avec aussi un Sissoko sur le côté droit qui a fait un super bon match, on peut le dire. Ouais. Michel, est-ce que toi tu penses que là cette fois l'équipe de France a lancé, on va dire, son Euro avec une équipe vraiment solide et des configurations avec, comme disait Mathieu, Griezmann, Giroud qui sont bien coordonnés, Sissoko à droite, etc. Pogba dans un rôle un peu sobre de récupérateur. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match de l'équipe de France, Michel? En fait, j'ai surtout vu une équipe de France qui a montré toute l'étendue de ses capacités offensives, donc en marquant 5 buts et en pliant le match dès la première mi-temps. Il y a eu un peu de relâchement en seconde période, ce qui a été souligné justement par ces schémas de Cédric. D'ailleurs, j'avais commenté, puisqu'ils ont été mis en ligne sur la page... ils sont bien faits, surtout allez les voir parce que ça mérite le coup d'œil. Sur la page Facebook du Morito. C'est comme dans les journaux avec des flèches dans tous les sens. C'est fait par Cédric, bravo Cédric. Non, c'est très intéressant. J'étais pas très inquiet avant le match. Je pense que la France était peut-être en attente de ce déclic d'enfin pouvoir développer toutes ses capacités offensives. Après, j'aimerais revenir un peu sur ces schémas de Cédric où il fustige un peu la défense, et notamment Patrice Evra qui c'est un peu dans les vapes en quelque sorte. J'ai vu des commentaires, Evra s'emballait, qu'il a peur de la balle. Enfin, alors on en parlait beaucoup hier justement. Evra assez décrié par ses. J'aimerais juste pas, mais il ne saute jamais donc. J'aimerais juste le troisième, le deuxième.
je suis d'accord avec ce qu'il a schématisé, hein, c'est très très intéressant. Par contre, j'aimerais juste qu'on n'oublie pas la qualité de cette équipe islandaise et principalement dans ses déplacements. On l'a vu contre l'Angleterre, ils ont ridiculisé l'Angleterre, rien qu'ils lui ont donné une leçon de mobilité collective. Et c'est justement ça aussi, les déplacements des joueurs offensifs, quelque chose qui a sans doute été travaillé déjà de longue date par les entraîneurs islandais. Bah ça a mis notre défense à mal, en sachant que la défense, c'est vrai que l'équipe de France encaisse quand même 2 buts, hein, il faut quand même pas l'oublier. Sachant que l'équipe de France a déjà montré lors de ses matchs de préparation et bien avant encore lors des matchs amicaux que la défense c'était pas vraiment le point le plus safe, hein, de l'équipe, hein. Donc contre l'Allemagne, il faudra s'appuyer justement sur ce qu'on a montré dans le secteur offensif, essayer un peu de gommer les errements défensifs, mais surtout il faudra ne pas prendre un premier but pour risquer de courir après le score. Ce qu'on disait un petit peu hier, c'est au niveau des récupérateurs Matuidi, Pogba qui étaient vraiment à peu près sur la même ligne contre l'Islande. Il faut que ces deux joueurs-là fassent, bon, ne serait-ce qu'un bon match bien sûr, mais qui s'astreignent à des tâches exclusivement ou essentiellement plutôt défensives pour sécuriser cet axe qui n'est pas le point fort de l'équipe de France. Les latéraux, eux, ils ont tendance à pas trop monter, à pas forcément être très audacieux offensivement, mais c'est vrai que l'axe central, bah c'est ce qu'il y a de plus important dans une défense, et on sait que Rami, même si il fait un bon Euro, il a manqué donc face à l'Islande, et la charnière Rami Koscielny a peut-être besoin de ce soutien de milieu récupérateur devant qui peut-être Koumtiti va conserver sa place. Alors peut-être Koumtiti va conserver sa place. Alors on discutait là aussi hier, c'est vrai qu'on penchait plutôt pour l'option Rami. Moi je pense que Rami va retrouver sa place, et Koumtiti, bon, il a fait cette première sélection qui sera utile pour lui dans sa carrière, pour sa carrière en équipe de France, mais à mon avis, je sais pas, peut-être que Mathieu, tu vois une titularisation d'Umtiti. Ouais, je pense que c'est pas à exclure. D'accord. Il y a aussi la question Kanté. Ah oui, aussi. Qu'on fait rentrer, ouais. Kanté, bon, tout le monde en fait des caisses un petit peu sur Kanté. C'est bien que tu en parles, parce que hier on en a pas trop parlé de Kanté. Est-ce que Kanté doit revenir dans le 11 titulaire? À titre personnel, je pense pas qu'il soit vraiment indispensable, même s'il a toujours été bon, mais voilà, la France peut se passer de Kanté, à mon avis, sans que ce soit une calamité. Bah, c'est vrai que là, pour moi, l'équipe, elle est qui s'est trouvée, dégagée. J'ai envie de dire, faut la reconduire. Et s'est dégagée à la fois en deuxième mi-temps contre l'Irlande et pendant tout le match de l'Islande. Bon, Kanté n'était pas là. Oui. Effectivement, c'est bien de le souligner, Mathieu. Moi, je reconduirais ce 11 titulaire qu'on a vu face à l'Islande, à l'exception près, le retour de Rami et donc Umtiti qui repasserait sur le banc. Ça, c'est mon 11 de départ pour le match de jeudi. Michel. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces positions de milieu offensif sur les côtés, c'est des joueurs qui sont très polyvalents, que ce soit Sissoko ou Payet. Donc ces joueurs-là peuvent être amenés eux-mêmes à suppléer justement l'axe Matuidi-Pogba et apporter un plus en défense, parce que Sissoko, tu peux le mettre un peu n'importe où, tu peux le mettre du côté droit, tu peux le mettre en milieu axial dans un système en 4-3-3 comme Deschamps aimait bien le faire avant. Donc voilà, et Payet c'est un peu pareil, on l'avait vu dans la phase de poule. Il avait aussi trouvé un moment un poste en milieu axial. Là, il est de nouveau un peu plus sur un côté. Il peut aussi jouer meneur de jeu. Donc voilà, on a des solutions. C'est des joueurs qui sont polyvalents, et je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce système. Il y a possibilité de passer du 4-2-3-1 au 4-3-3 de manière assez entre guillemets facile. Bon, en cours de match, ça peut être des ajustements possibles. Tu peux pas, même si voilà, vous en avez parlé pas mal hier, hein, de Pogba et Matuidi qui doivent peut-être se cantonner à ce rôle défensif, mais tu peux pas non plus ne pas leur demander d'apporter un plus offensivement. Parce que dès que c'est possible et que le risque est calculé, oui, d'accord, mais il faut que le risque soit vraiment extrêmement calculé. Il faut vraiment une intelligence là. L'intérêt d'avoir un milieu polyvalent à côté d'eux. Tout à fait. Alors voilà, pour l'équipe de France, l'Allemagne aura pas mal d'absents, donc c'est peut-être la chance ou pas, hein, pour l'équipe de France. Ça peut aussi jouer à l'inverse comme une galvanisation supplémentaire pour cette Nationalmannschaft qui sera évidemment sans doute difficile à battre. On fera des pronostics demain, sachant que Michel, tu seras là également demain, et puis Mathieu sera de retour jeudi, donc vous aurez le temps de donner vos pronostics. Peut-être Andy, je crois que c'est ta seule titularisation de la semaine à ce micro, si je me trompe pas. Donc peut-être ton prono. Allez, là, tu as l'honneur de lancer la salve de prono déjà pour France-Allemagne de jeudi. J'avais dit que le vainqueur d'Italie-Allemagne
qu'importe le vainqueur serait le vainqueur de l'Euro. Ah oui, d'accord. Donc pour moi, parce que pour moi c'était les deux équipes les plus costauds de l'Euro donc pour moi je vois l'Allemagne passer 2-1. D'accord, voilà, c'est pas optimiste pour l'équipe de France, mais c'est cohérent par rapport à ce que tu disais la semaine dernière, alors que Michel fait de grands gestes, il est désespéré, lui qui adore tellement cette équipe d'Allemagne, il est tellement allemand dans l'âme, notre ami Michel, qu'il espérait bien sûr un score plus large pour l'Allemagne. Et non, Andy, il dit 2-1 pour l'instant, on verra les autres pronos jusqu'à jeudi, puis jeudi soir on aura la réponse de toute façon. Voilà pour l'équipe de France, on file sur les autres matchs, parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion de les commenter hier. Alors par quoi vous voulez commencer, messieurs? Le Pays de Galles, l'Allemagne ou alors encore le Portugal? Je vous laisse décider. Allez Mathieu, là c'est Mathieu qui va décider. On reste sur l'Allemagne comme on en a un petit peu. Alors on reste sur l'Allemagne, Allemagne-Italie. Mathieu. Qualification. Moi je sais pas franchement qui a dominé ce match parce que. Alors c'était équilibré, hein, ça c'est clair que. C'était un peu écrit que ça allait se décider au tir au but avec une séance interminable avec énormément de ratés. Oui. Beaucoup de stress. Hein. Certains joueurs fatigués ou trop stressés. J'ai rarement vu des joueurs aussi tendus, crispés au moment de tirer des pénaltys. C'était vraiment, l'image qui me reste au-delà des fantaisies de Zaza et de Pelé, c'est Range Schweinsteiger quand il frappe. T'as le gars, il a pris la balle, il a une tête, l'expression de la souffrance sur un visage, c'était Schweinsteiger quand il tirait son pénalty, qu'il a raté d'ailleurs ensuite. Mais c'est vrai que c'était très très intense. Et cette équipe d'Italie qui finit par passer à la trappe de justesse. Andy, toi tu as suivi ce match également. Est-ce que c'est le match du siècle, le match du 21e siècle? On va pas dire ça comme ça au terme. J'exagère bien sûr. Au niveau du spectacle, mais on peut dire que tactiquement c'était un bon match. Il y a une équipe d'Allemagne qui s'est mis Joachim Löw a fait le pari de mettre sa défense à 3 pour contrer l'Italie. C'est passé, même si après il s'est fait un peu allumer dans les journaux locaux. Mais non, il s'est fait allumer par les journaux allemands, d'accord. J'ai pas suivi ça, d'accord. C'est marrant parce qu'il se qualifie quand même. Il se qualifie, mais on va dire la prise de risque a été un peu mal vue, quoi. D'accord, après je sais pas si à 4 derrière ça aurait forcément été très différent pour cette équipe d'Allemagne, sachant que l'Italie était très bien organisée. Ils ont fait un bon match, vraiment les Italiens, ils ont été au bout un partout et c'était serré comme dit, c'était peut-être l'équipe la plus en mesure de faire douter cette formation allemande par rapport à ce qu'on a sur cet Euro. Maintenant qu'ils sont passés, c'est vrai que peut-être que les Allemands vont avoir un certain soulagement et arriver à être peut-être plus facile dans les espaces contre la France, quoique. Michel, toi qui n'as pas vu le match mais qui peut parler de tout. Enfin, un petit peu par intermittence quand même. Alors voilà, qu'est-ce que tu peux dire sur cette rencontre? Je pense que les Italiens ont fait beaucoup de mal aux Allemands. Donc que ce soit pendant le match et puis surtout après avec le nombre d'absents, que ce soit en termes de suspension ou en termes de blessures, c'était un match qui était quand même assez heurté. Et alors on rappelle, il y a qui manquera contre la France? Schweinsteiger, Khedira, Hummels et Gomez. Ouais, ça fait beaucoup quand même, hein. Ça fait 4 titulaires. Surtout que l'Allemagne, Schweinsteiger pas, mais l'Allemagne se cherchait un peu encore en phase de poule et avait trouvé vraiment cette solution avec Gomez en 9. Je les vois pas revenir avec un Götze, c'était improductif. Alors tu veux mettre qui à la place de Gomez? Je sais pas qui reste en je pense qu'il mettrait peut-être Müller. Qui mettrait Müller en 9 et qui mettrait Götze et Draxler sur des côtés. En laissant Özil revenir à son 4-2-3-1. 4-2-3-1 qu'il avait en début de compétition. Avec un Müller en pointe mais qui était pas génial, hein. Cédric le disait, lui qui est un grand fan de Thomas Müller hier à ce micro, c'est pas l'Euro pour l'instant de Thomas Müller. On s'attendait à mieux mais après il a une fin de saison un peu éprouvante, compliquée avec ses problèmes avec Guardiola, même avec le Bayern, il a pas été. Son penalty raté avec l'Atlético. Il a pas été flamboyant non plus en fin de saison avec le Bayern, donc on va dire il est sur sa lancée de sa fin de saison difficile. Je pense que Müller, le match contre l'Irlande du Nord lui a bouffé un peu sa confiance parce qu'il croque énormément d'occasions. C'est ça, ouais. Et ça lui a bouffé la confiance pour la suite de la compétition. En plus, c'est pas un vrai neuf, hein, Müller. Hein, il est pas à l'aise forcément dans ce poste de pointe. Même si aujourd'hui, t'as des systèmes qui existent avec un faux neuf, comme Guardiola aimait bien l'expérimenter déjà au Barça.
Mais Müller, il est pas très à l'aise dans l'axe. Fonov, t'as un peu un retour généralement au 9 traditionnel actuellement, je trouve. Oui, en quelque sorte. Ça dépend des systèmes. C'était vraiment ça dépend des systèmes. La grande époque, mais maintenant. On voit vraiment, là, on commence à voir l'émergence du 3-5-2. Hein. Je pense que c'est un système à travailler. Hein. C'était très intéressant ce que l'Italie a proposé. Il y a 2 équipes qui étaient en quart de finale en 3-5-2 et une est restée en demi-finale. Et finalement, l'Allemagne avec son 3-5-2, enfin son équipe, sa défense à 3 se qualifie en demi-finale. Donc ouais, ça a creusé. Dominique Steinberger à ce micro la semaine dernière expliquait que c'est très très difficile à mettre en place. Ouais. Donc ça prend du temps aussi, ou alors il faut des joueurs confirmés pour jouer à 3 derrière et jouer bien à 3 derrière. Mais oui, peut-être que c'est pour l'avenir. Moi je pense que si l'Italie avait eu peut-être 1 ou 2 joueurs dans le secteur offensif, 1 ou 2 joueurs supplémentaires capables vraiment de faire la différence comme il les avait au début des années 2000 avec des Del Piero, des Totti, des Inzaghi et j'en passe et des meilleurs. Hein. Je pense que l'Italie serait imbattable. Oui, difficilement battable. En tout cas, c'est vrai que la génération actuelle, c'est pas la meilleure, on est d'accord, mais il reste des perspectives intéressantes. Et un joueur comme Insigne, alors si j'ai un petit reproche, on va dire, à adresser à Antonio Conte, c'est rentré trop tard. C'est dommage qu'il n'ait pas pu même peut-être réfléchir à un système pour l'intégrer dès le départ, parce que c'est quand même un joueur capable de faire la différence sur des dribbles, sur des courses, et être un petit peu un élément déroutant, tandis que Pelé et Eder, bon, c'est une coordination à 2 et 2 joueurs, pas forcément hyper bon techniquement, même si Eder fait une bonne compétition. Non. Bon, Pelé c'est un gros steak devant qui marque des buts, qui au pied n'est pas forcément hyper à l'aise. Ça a bien marché, mais il y avait peut-être l'occasion, il y a peut-être moyen de trouver très beaux buts avec Southampton cette saison. Ouais. Généralement c'était des buts acrobatiques. Hein. D'accord, ouais. Donc, pas très allé avec ses pieds. Ah, mais c'est souvent des acrobatiques, donc la balle est en l'air, c'est pas au sol, je veux dire, quand il remet. Il y a quand même un déchet technique quand tu vois. Jouer Pelé dans un jeu de remise, dans un jeu, c'est un peu dommage ça. Oui, bien sûr, ouais. Après, ce qui est intéressant avec Pelé, c'est que c'est son jeu de remise. Et c'est aussi sa capacité de faire bouger un bloc. Eder, ça reste tout le temps dans le même registre. Moi, ce que j'aurais fait, c'est vraiment... Moi, j'aurais sorti Eder au bout de 50 minutes de jeu. Ah, carrément. Ouais. Et balancer Insigne ensuite... Parce que c'est un joueur qui a prouvé lors de cet Euro Insigne, on l'avait vu lors du match très insipide contre l'Irlande, où bon, les Italiens ils avaient pas grand chose à faire. C'était un peu le seul concerné. Insigne, Insigne il rentre en 3 minutes, il fait plus que frappe sur le poteau. Ouais, il frappe sur le poteau, il fait un beau slalom. Et c'est un joueur qui avait aussi montré l'étendue de ses qualités contre l'Espagne. Donc voilà, oui, t'as raison. Moi je suis d'accord avec toi, Paolo, c'est dommage et je pense qu'il aurait dû jouer plus. Pour mettre à mal justement ce système allemand qui était pas voilà. Top, alors restons peut-être sur l'Italie. Et Khedira, d'ailleurs, ça j'aimerais aussi en parler. Khedira qui est sorti au bout de 10 minutes, ou d'un quart d'heure, à cause des problèmes aux adducteurs. Là, tu vois la différence entre l'importance de Khedira dans le jeu et dans le système allemand. Donc c'est vraiment ce 6 qui est capable de tout faire. Moi je trouve ce joueur extrêmement sous-coté. Bon après il a des gros problèmes de blessures. Ouais, il enchaîne les blessures depuis quelques années. Il n'arrive pas à enchaîner une trentaine de matchs par saison. Mais c'est un joueur qui sait tout faire. Il sait récupérer, il sait distribuer et il sait marquer. En tout cas quand il joue à la Juventus, il est vraiment très très apprécié. Oui. Et c'est effectivement un joueur reconnu qui a convaincu à Turin cette année à la Juventus. C'est un super joueur et il y a une énorme différence avec Schweinsteiger. Schweinsteiger, c'est un peu la fin. C'est un peu la fin. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais Schweinsteiger, c'est plus le même joueur qu'il y a quelques années. Le but raté, c'est. Il a fait une demi-saison. Il a quasiment pas joué à Manchester. Il rentrait, il faisait des bouts de match. Là, tu le fais rentrer au bout d'un quart d'heure. Il joue 120 minutes. C'est trop pour lui. C'est beaucoup trop pour lui, quoi. Il revient d'une blessure. On l'a vu contre l'Ukraine. Il rentre, il est content. Mais quand on le voit courir, on sent que voilà. Il marque en plus contre l'Ukraine. C'est ça. Mais dans sa course, quand il célèbre, on voit que voilà, c'est. On voit qu'il boite. Tu le sens cramer. Elle est où ma canne. Il est pas si vieux en plus. Il a 33 ans. Ouais, c'est ça. Il est pas si vieux. Mais bon, encore une fois, je reviens. J'ai un peu peur pour lui du syndrome Reynal Pedros, qui rate son penalty et.
Ouais, il a réussi sa carrière quand même. Ouais, qui a réussi. Pedro, après, Pedro, en 96, il rate son penalty contre la République tchèque, mais ça élimine la France. Alors que là, il rate son penalty, Schweinsteiger, mais derrière, l'Allemagne est qualifiée, donc c'est pas un peu de carburant dans son déambulateur. Voilà. Alors voyons si Schweinsteiger peut jouer éventuellement titulaire contre la France. Bah non, j'imagine très incertain. Ah non, il est pas là. Ah oui, il est pas là non plus. Oui, c'est vrai que c'est. Il y aurait Weigl. Ce sera le jeune Weigl. Weigl. Il sera de Dortmund qui a 18 ans. Ah, c'est jeune. 19 ans qui a fait une saison pleine en Europa League et en Bundesliga. En tout cas, Kimmich, l'intégration de Kimmich, c'est une réussite à ce jeune joueur du Bayern. Donc peut-être que Weigl peut également s'intégrer assez vite. Et ça, c'est intéressant côté allemand actuellement. C'est vraiment cette capacité de lancer des joueurs assez jeunes, voire très jeunes, et que ce soit en club ou en équipe nationale, ils s'intègrent assez rapidement parce qu'on a l'impression que les joueurs, les jeunes joueurs qui arrivent dans le monde pro. Il y en a pas 50, il y a pas de kyriel de joueurs. Je suis d'accord avec Michel, le gars il aura 2 sélections, Weigl, ensuite Kimmich, ça fait que 2 mois qu'il est là. Ce sont peut-être des joueurs à attaquer entre guillemets. Moi je m'avancerai pas parce que ces joueurs ils sont très bien capables de faire des matchs de merde contre la France, de totalement couler. Ils n'ont pas vraiment de garantie. Même si Kimmich jusqu'à présent il a occupé le poste de latéral qui est sinistré avec bonheur. Quand même de façon assez sympa, quoi. Mais là tu peux faire un parallèle Weigl, avec l'équipe de France aussi, l'intégration d'un N'Golo Kanté, l'intégration d'un Umtiti, voilà. Umtiti c'est un match moyen quoi, voilà, Weigl, il est pas non plus Weigl, je sais pas, après à Dortmund il joue il a fait que des matchs de prépa là. Mais à Dortmund il joue, on est d'accord. Dortmund titulaire à 18 ans. Voilà, donc c'est quand même en club, déjà en club, après l'équipe nationale viendra sans doute derrière, mais je trouve qu'il y a une espèce de transition assez bonne qui est faite entre ces jeunes joueurs qui explosent et l'intégration de l'équipe nationale, ce qui fait aussi que l'équipe d'Allemagne, qui était quand même jeune à l'époque, elle a pris de la bouteille et elle a pris du talent quoi. Ouais, il y a Sané qui va peut-être arriver, donc à suivre, peut-être que je me plante, peut-être que ces joueurs vont faire 2-3 saisons et disparaître, mais ça me semble quand même solide et que les joueurs, les jeunes qui explosent en fait, il n'y en a pas 50, mais ceux qui explosent, ils sont bons quoi. Moi j'ai quand même l'impression que c'est un peu stéréotypé en fait l'Allemagne, c'est tout le temps ah ouais, le petit jeune là de 18 ans là, il est déjà pas mal, ouais mais ça manque de tueurs. En fait, pour moi, c'est vraiment l'équipe. Même si là, ils ont gagné la Coupe du Monde, mais t'avais derrière encore des vieux briscards. T'avais un Klose, et même Müller. Quand tu le regardes, même si Müller il a même pas 30 ans, mais quand tu le regardes, t'as l'impression que c'est le vieil Allemand de 40 ans qui va te mettre un coup de boule si tu lui souris pas, quoi. Mais non, mais voilà. Là, l'Allemagne, c'est de nouveau, les petits jeunes. Ça joue bien, ça joue vite. C'est l'équipe qui va aller en demi-finale, qui va être 3e. C'est sympa, mais ça gagne pas. Je dis pas qu'ils vont. Ça gagne pas, ils sont quand même champions du monde en titre, Michel. Mais parce qu'il y avait encore ces vieux briscards. Ouais, on verra. Ces vieux briscards. S'ils gagnent là, finalement ça. Ça manque de tueurs. Ces petits jeunes, ils ont pas vraiment les dents à serrer. C'est pas des. Moi, j'y crois pas trop. Boateng, Neuer, c'est pas des petits jeunes quoi. T'as quand même des cadres dans cette équipe qui encadrent tout ça de manière. Oui, je suis d'accord. Mario Gomez, il est pas tout jeune non plus. Özil, c'est pas. Voilà, mais moi, je me projette par rapport à ce match face à l'équipe de France. Donc l'absence de Schweinsteiger, l'absence de Khedira, l'absence de Gomez, justement parce qu'on parle d'un Weigl qui va devoir prendre ses responsabilités à 18 ans au milieu de terrain. 18 ans au milieu de terrain dans un demi-finale de l'Euro. Non, mais dans cette optique, il n'y a aucune garantie. Ouais. Voilà. Aucune garantie, mais s'en sortiront-ils après, ça c'est la question. Est-ce que je suis objectif? C'est toujours ça, vis-à-vis de l'Allemagne. J'ai aussi rapidement après, on passe à notre match, mais parler de l'Italie, du futur de cette équipe d'Italie, parce qu'on sait que Antonio Conte s'arrête et file à Chelsea. Il sera remplacé par Gianpiero Ventura, qui est l'ex-coach du Torino, qui avait déjà remplacé Conte à l'époque sur le banc de Bari en fait, puisque Conte avait entraîné Bari et derrière Ventura était arrivé. Ça avait bien marché, la continuité entre les deux. Donc effectivement, un sélectionneur capable. Il a 68 ans. 68 ans, donc là c'est la tradition des sélectionneurs un peu à l'ancien, un peu à la Bearzot, un peu à la Vicini, des mecs un peu confirmés, voilà, qui vont apporter leur sagesse. Alors Ventura capable aussi de jouer à 3 derrière, puisque c'est le système qu'il a adopté au Torino notamment depuis 2-3 ans. Et puis il a aussi cette capacité de jouer à 4, puisqu'il a déjà joué à 4, 4-4-2 ou 4-2-4 même, selon
ce qu'on observe en fonction des montées des ailiers. C'est toi, Paolo, qui est le plus à même de nous en parler, surtout au niveau du caractère. Parce que, enfin, au niveau de son tempérament de ce mec-là, parce que là tu nous dis c'est le gars, il a 68 ans, on revient à la tradition. Enfin, moi, quand j'entends ça, ça me fait penser à Hodgson, quoi. Oui, mais Hodgson n'a aucune compétence tactique vu ce qu'on a vu sur ce tournoi et même en Coupe du Monde, c'était vraiment pas ça au niveau de l'organisation de l'équipe. Là, je crois qu'on a affaire à quand même un expert à ce niveau-là, quelqu'un qui a montré aussi qu'avec des équipes moyennes, il pouvait. Le Torino a quand même joué la Coupe d'Europe, a été en 8e de finale. Bon, ils sont tombés contre le Zénith Saint-Pétersbourg, qui était un mauvais tirage. Ils ont failli passer néanmoins. Il a bien tiré quand même le potentiel de cette équipe vers le haut, intégré pas mal de jeunes là aussi. Un Bellotti qui a marqué sa petite dizaine de buts en attaque, ce qui était quand même intéressant. Donc un tempérament plus posé, ça c'est clair. Je pense que la compétence elle est là et il aura à mon avis l'intelligence de s'appuyer sur une continuité. Les cadres actuels en défense, puisqu'on devrait retrouver la défense de la Juventus, Buffon et ce système à 3 derrière. À mon avis c'est un choix de la continuité. Et c'est un choix plutôt judicieux à mon avis, et sachant qu'il coûtera aussi moins cher que Conte, parce qu'il y avait une polémique avec la nomination de Conte il y a 2 ans, c'est que Conte en fait avait un salaire à la fois payé par la Fédé, à la fois payé par le sponsor de l'équipe nationale Puma, donc une somme assez rondelette qui faisait pas mal jaser. J'étais aussi assez consterné par cet argent dépensé de manière incommensurable dans un sélectionneur. Sachant que un autre aurait aussi pu éventuellement faire l'affaire. On parlait de Guidolin à l'époque. En tout cas, moi ma question c'était aussi par rapport aux joueurs. Donc là on parle du sélectionneur. Peut-être il y aura Marchisio et Verratti de retour. Verratti c'est peut-être le futur patron Verratti de ce milieu de terrain dans un rôle à la Pirlo. Bien sûr. Ah oui. C'est évident même. Après la jeune génération, elle est pour l'instant un petit peu en point d'interrogation. Après il faudrait que il y a un joueur qui m'a beaucoup plu, c'est Giaccherini. Giaccherini qui joue déjà trentenaire, je crois. Qui joue à Bologne. À Bologne, ouais. Bologne. Il faut voir ce que ça donne. C'est des joueurs qui sont relativement méconnus. Si tu t'intéresses pas vraiment au calcio, à la base tu les connais pas, des mecs comme Parolo. Justement Parolo c'est peut-être un des futurs cadres de cette équipe. Si Bielsa arrive à la Lazio, ce qui devrait être le cas, même s'il y a encore une incertitude, c'est des joueurs aussi avec un Candreva qui est déjà vers les 30 ans si je ne m'abuse. Il y a un Cataldi aussi à la Lazio. En Italie, ça va être des joueurs qui ça veut rien dire, mais bon. Vieux à partir de 45. Oui. c'est vrai aussi, ouais. Donc à voir. Et puis un Rugani aussi, défenseur de la Juventus, il faudrait peut-être l'espoir le plus important pour la relève. Il faudrait qu'il y ait une génération émergente, surtout en attaque. Ouais, c'est vrai. L'attaque, c'est un peu le problème, ouais. Parce que en fait, il y a qui ? Il y a Berardi qui a fait une saison moyenne, je crois, à Sassuolo. Berardi qui est bien revenu sur la fin, il me semble. Encore irrégulier, mais c'est un espoir. Il y a quand même quelques espoirs importants. Retourne, il me semble, au Milan AC, non ? Je crois qu'il appartient à la Juventus en fait. Ces histoires de copropriété. Mais je pense que Berardi a plus de futur qu'un Zaza par exemple. Ouais. Ça c'est. J'ai pas compris pourquoi il n'avait pas été déjà appelé. Ouais, peut-être qu'il y avait des problèmes de blessures. Alors, mais de toute façon, Conte avait déjà son groupe. Avait son groupe et il a plus choisi ses joueurs en fonction des caractères, des compatibilités, au détriment. Et c'est un peu dommage du talent. C'est vrai que parfois, on s'est dit que certains joueurs a peut-être pu faire l'affaire mieux que d'autres. Bon, après, on va pas revenir sur les choix de Conte, mais pour l'avenir, il y a quelques points d'interrogation. Par exemple, il était dans le groupe, mais il a pas joué une minute. Il faut qu'il y ait des jeunes qui explosent et ça va peut-être arriver bientôt. Ça dépend où il ira. C'est Franco Vasquez. Vasquez aussi, qui joue à Palerme, mais qui va sans doute partir pour un gros club italien. Je pense pas qu'il va partir à l'étranger. Et lui, il a la nationalité italienne, donc je pense que ça peut devenir. C'est un peu l'avenir. C'est plus un second attaquant. Il faudrait trouver une pointe à côté. T'as de la relève, mais en fait, il faudrait surtout que parce que la Juventus. Donc peut-être un attaquant de classe mondiale. Ouais.
Mais le problème aussi, c'est que les gros clubs actuellement en Italie, soit recrutent quasiment que des étrangers, soit les gros clubs traditionnels sont aux fraises, comme le Milan AC et l'Inter, qui ont du mal à redevenir aussi bons qu'avant, et donc du coup, souvent les recrutements sont des joueurs pas forcément les meilleurs, et des étrangers là aussi qui apportent pas forcément autant que ce qu'ils devraient. Ils ont une tradition d'attaquants étrangers, par exemple. L'Inter, mais pas le Milan AC. Milan AC, Klinsmann, Ronaldo, Djorkaeff. L'Inter effectivement est plus axé sur les joueurs étrangers historiquement, mais le Milan AC c'est aussi est axé sur l'international. Voilà, bravo. C'est effectivement comme le nom l'indique. Allez, je crois qu'on va tourner la page d'Allemagne-Italie, parce qu'on va on a encore 2 matchs à traiter, les quarts de finale qu'on n'a pas trop traité hier au niveau des débats. On file au niveau du Portugal ou du Pays de Galles, messieurs? Allez, on peut évacuer le Portugal. Évacuons le Portugal, ça va faire plaisir à Andy qui est d'origine portugaise. Voilà. Alors Andy, même s'il a tout ne s'est pas calmé entre temps, qu'est-ce que tu as pensé du Portugal qui est décrié, beaucoup d'observateurs, d'amateurs de foot. On en avait déjà parlé en fait. Ouais, on en a déjà parlé la semaine dernière, oui. Non mais on laisse maintenant que le résultat est entériné, maintenant qu'on a digéré. Peut-être sur le match de la Pologne, Portugal-Pologne, le Portugal mérite-t-il sa qualif tout simplement, Andy? Encore une fois, ça a, comme depuis le début de l'Euro, ça n'a pas été flamboyant, quoi. On va pas se le cacher. Après la Pologne a ouvert le score, là ça a obligé le Portugal à faire le jeu. Le Portugal a égalisé, ensuite plus rien. Voilà, le Portugal a eu 2-3 situations, la Pologne a eu ses situations aussi. Et une fois arrivé en prolongation, c'était le néant, et on a senti que tout le monde était cramé, et ensuite ça s'est joué à la loterie, quoi. La loterie des tirs au but qui a bien souri aux Portugais. Moi, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler de loterie pour ce match, parce que bon, on avait déjà analysé ce match lors d'une émission précédente avec il y avait Marino qui était là. On avait analysé a priori, on n'avait pas analysé. Ah si, on a déjà analysé. Si, ouais. Ah, c'était jeudi, vendredi, samedi. Ah oui, c'est vrai qu'on en a déjà parlé. On a parlé vendredi. C'est vrai qu'on s'y retrouve plus, ouais. C'est pour ça que pour moi c'était pas une loterie. Je le répète encore, ce Portugal a montré, enfin depuis le début de l'Euro, des facultés morales, des capacités morales et mentales qui sont relativement impressionnantes. C'est une équipe qui aurait pu totalement s'effondrer après avoir fait ce match nul surprise en ouverture face à l'Islande, qui n'a pas réussi à concrétiser sa foule d'occasions contre l'Autriche. Qui était au dos du mur avant de jouer la Hongrie qui était déjà qualifiée. La Hongrie qui a joué totalement libérée. Les Portugais étaient un peu dans l'expectative, un peu de stress. Et finalement, ils ont quand même réussi à revenir chaque fois, 1 partout, 2-2, puis 3-3, et cette qualification. Et là, t'as senti un groupe uni, soudé, avec de grandes ressources mentales. D'accord, alors on va pas réouvrir le débat effectivement, puisqu'on l'a déjà. C'est pour ça que c'était pas une loterie. D'accord, moi, oui, mais après. But, c'est Portugal. C'est Portugal, c'était mérité pour toi, Michel. On a bien compris. Mathieu, quelque chose à ajouter ou on passe à la suite? C'est vrai qu'on en a déjà parlé vendredi et vous étiez là, messieurs, Michel et Mathieu. Mais Andy, on n'a pas eu l'occasion d'en reparler, donc c'est bien qu'on te laisse la parole. Peut-être juste là aussi sur le prochain match du Portugal face au Pays de Galles. Est-ce que tu les sens bien, les Portugais? Bien comme l'a dit Michel. Après ça va encore passer ils sont bien dans la tête. C'est des matchs contre la Croatie, contre la Hongrie, contre la Pologne. C'est des matchs où tu te qualifies, mais après dans la tête tu es solide, tu es en confiance. Et après le Portugal affrontera aussi une équipe qui est en confiance, en pleine euphorie, qui est le Pays de Galles, qui n'a pas que Gareth Bale, c'est un collectif, c'est aussi un groupe, une équipe. Et ce sera un match compliqué. Est-ce qu'on va échapper à la prolongation? Est-ce que le Portugal va gagner un match dans le temps réglementaire? C'est aussi la question. Est-ce que le Portugal va se galvaniser? Ouh là 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 là, Michel. Non, ce qui est important aussi sur ce match qui va venir donc demain soir, c'est l'absence de Ramsey et l'absence de Davis aussi en défense centrale. Effectivement. Donc, tous les deux sont suspendus. Et Ramsey, il a violé la Belgique à lui tout seul. Ah, alors ça c'est une image tout à fait charmante, Michel. Oui. Comme d'habitude, sortant de ta bouche. Sur les traces de Dutroux. Oh là 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 là. Non mais Mathieu, là, vous faites un duo aujourd'hui, c'est quoi? C'est concerté à l'avance? Préparé à l'entraînement?
Non mais voilà, et moi je pense que cette absence va faire du mal au Pays de Galles. Ouais. Parce que au milieu il te reste quoi? Il te reste Joe Allen. Les remplaçants, on les a pas trop vus parce qu'ils ont pas trop tourné la sélection galloise. Il y a Johnny Williams que j'ai aperçu plusieurs fois. Le petit mec, déjà avec une calvitie naissante, il a 22 ans, le gars, t'as l'impression qu'il en a 40. Et en fait, il est bon, quoi. Il est, dès qu'il rentre, c'est lui qui était rentré dans son capitaine Williams, son homonyme. Ashley Williams, il était sorti assommé. Ah, dans un duel. Je me rappelle plus ça, mais j'ai déjà oublié. Duel au premier tour. Ouais. Là aussi, il y a une clé bonne du mémoire. match, bien contre l'Irlande du Nord. Très bien. Il y a une clé du match, comme on l'avait déjà dit à juste titre, même si on avait pronostiqué un peu tous une qualification de la Belgique, mais on l'avait bien senti, cette clé du match, la force du Pays de Galles dans le jeu aérien ou sur coup de pied arrêté, ça on l'avait bien décrit. Là, je dirais que la clé du match contre le Portugal, ce sera justement la faculté des Gallois à jouer sans Ramsey. Donc, est-ce que le Pays de Galles va se focaliser sur un exploit individuel de Gareth Bale ou s'ils vont parvenir à rester concentrés et tactiquement au point pour mettre à mal un Portugal qui a quand même du mal dans le jeu, même s'il y a des ressources mentales, ça c'est clair, mais qui a du mal dans le jeu. Alors, pour moi, la clé du match, elle est là. Merci pour cette bribe d'analyse, Michel. On en reparlera évidemment demain plus à fond. Mais peut-être Andy, un prono, vu que tu reviens pas d'ici le match. Je dirais une victoire 3-1. Après, on n'ira pas en prolongation. Donc le Portugal qui maintenant fera son match. Le match référence. C'est ça, ce sera le match qui va vaut mieux tard que jamais lancer son euro. Lancer l'euro, voilà, le match de référence pour le Portugal. Finale, bien sûr. Et après la défaite en finale. Contre la France ou l'Allemagne. Voilà, contre l'Allemagne si on te suit bien. C'est ça. Bon on suivra ça évidemment. Il est 17h36 sur RBS, le Morito Football Club, le Moritero. Vous écoutez cette émission quotidienne lundi au vendredi pour on évoque toujours l'Euro tous les jours, l'actu de la compétition, et à présent il est l'heure de parler du match qu'on n'a pas encore trop abordé. Hier, Cédric en a un peu parlé parce qu'il était au stade, Pays de Galles, Belgique. Alors nous, Mathieu et Michel, on a vu le match au bar, plus modestement, dans une ambiance de corrida avec des gens complètement sous à côté. Ah oui, c'était génial. Vraiment, c'était catastrophique. Il y avait des têtes devant nous aussi. Ouais, on avait des têtes sur l'écran. Il a fallu qu'on se ferait aussi un chemin, enfin que les yeux se feraient un chemin pour observer correctement les choses. On a quand même réussi à suivre suivre le match, bon an mal an, et le Pays de Galles qui crée la surprise quand même, 3-1, ouverture du score de la Belgique. Et là Michel dit ça y est, c'est fini et tout. Et là Michel clame que c'est fini. On partageait tous son avis. Ouais, c'est vrai qu'on avait c'est ce qu'on disait sur la Belgique. Le plus dur, c'est d'ouvrir le score et après ça déroule. Alors, c'est comme ça que la Belgique a fait son tournoi jusqu'à présent. Le symbole de cette faillite là, ils se sont totalement, belge, c'est l'entrée de Marouane Fellaini à la mi-temps. Alors ça, franchement, faut m'expliquer ce qui lui a pris. Et on en a déjà parlé là aussi hier. Cédric qui était consterné par la performance et par le choix de Wilmot. Oui, est-ce que c'est que ça? Est-ce que y avait moyen peut-être de gagner si il fait pas rentrer? Est-ce que c'est ça la défense? Défense expérimentale avec 3 mecs qui ont pas joué de presque toute la compétition. Ou non, 2. Il y avait Meunier là qui vient d'arriver, bombardé au PSG. Bon, il a pris l'eau comme les autres. Ouais, le pire, c'était peut-être le frangin Lukaku. Lukaku avec ses grands cheveux, enfin ses longs cheveux. Les deux bien dotés de dreadlocks et compagnie. Pucks abondants. Ils étaient à la rue. Ils étaient à la rue, ils ont vraiment pris l'eau et puis. En plus, les Gallois n'ont pas attaqué tant que ça, mais à chaque fois qu'ils. Mais là, c'était l'antithèse. L'antithèse d'une équipe comme l'Islande en fait, la Belgique, l'Islande, des déplacements collectifs, coordonnés, rien n'est laissé au hasard dans l'occupation de l'espace. L'Italie aussi était un petit peu comme ça, c'est-à-dire vraiment tout le monde interagit en fonction du coéquipier, un bloc qui se déplace de manière très minutieuse. La Belgique en fait ça a été le contraire de ça, ça a été des individus. Après c'est une tendance qui se confirme, de l'improvisation, on attaque les mecs finalement
se sont désunis, donc n'ont pas réussi à marquer de deuxième but, parce que bon, après tu te prends un deuxième but par le Pays de Galles, le Pays de Galles, pardon, le Pays de Galles, tu prends le deuxième but, bon, tu peux revenir à 2-2, quoi. Bah, on a bien vu le Portugal revenir 3 fois dans la partie contre la Hongrie, donc c'était possible. Ils ont une petite occasion, enfin ils ont quelques occasions les Belges, mais après Fellaini justement. Après c'est pas suffisant à ce niveau-là, on est d'accord pour le dire. Mais une équipe qui s'est désunie, enfin sérieux quoi, qui s'est effondrée défensivement. C'est un guignol ce mec. Ah, Fellaini, je suis déçu par le la niveau, saison à Manchester, oui. Ouais. Ça j'ai trouvé ça hallucinant. Enfin, la Belgique, heureusement qu'ils vont en quart, hein, ça empêche le ridicule. Bon, moi j'ai pas trop aimé la Belgique lors de ce tournoi. Je comprenais pas trop pourquoi je lisais dans les journaux, ouais, la Belgique monte en puissance, propose un jeu alléchant, alors la génération dorée. Je les avais déjà trouvé pas terribles du tout contre la Suède. Contre la Hongrie, bon bah 4-0 quand même, Michel. C'était réaliste, mais il peut très bien. À un moment, ils ont un peu tangué quand même. Voilà, oui. Bah, il gagne. C'est vrai que le 4-0 est un peu en trompe-l'œil parce qu'il marque. Le 2-0, il est à la 72e. Ouais, après ça s'effondre côté hongrois, mais effectivement, il y avait. Hongrie, bon, s'ils avaient quelques attaquants, ils auraient peut-être pu mettre un but. T'as un début de match qui est bien maîtrisé. T'as un super but de Nainggolan. Ah oui, ça, magnifique. Vraiment, t'as une équipe qui prend confiance. Enfin voilà, bon après le Pays de Galles est un peu revenu en fin de première période, mais je sentais encore la Belgique capable de vraiment passer au-dessus en seconde période, et on avait un peu peur de ça parce qu'on a un peu soutenu le Pays de Galles, puisque bon c'est comme d'hab, on soutient les petits, comme parce que c'est mignon, mais non mais voilà. Et puis t'as cette entrée de Fellaini qui est ridicule parce que quand tu affrontes une équipe qui joue aussi bien tactiquement, où c'est préparé très longtemps à l'avance, parce que justement, à l'instar de l'Italie, le Pays de Galles joue aussi en 3-5-2. Chapeau d'ailleurs au sélectionneur de ce Pays de Galles, Chris Coleman, qu'on qui est en pas place trop depuis 2011, d'ailleurs, qui démontre de belles choses sur le plan tactique. Gary Speed, qui s'était suicidé. Mais donc voilà, c'est mis en place depuis un certain moment, à mon avis. Enfin même sans doute, c'est pratiquement sûr, puisque tu n'arrives pas comme ça les mains dans les poches, tiens on va faire un 3-5-2 et on va aller en demi-finale quand t'es le Pays de Galles. Mais tu as cette rentrée de Fellaini au milieu de terrain qui a joué, enfin voilà, pompier de service. Le mec, il était tout le temps devant à essayer de jouer neuf, de mettre la tête qu'il fallait. Déviation. Donc du coup, c'était le néant total tactiquement chez les Belges en deuxième période. Alors après, t'avais encore un peu de jus chez les joueurs qui sont individuellement beaucoup plus forts, comme Hazard ou comme De Bruyne. Mais ça suffit pas quand t'affrontes une équipe qui tactiquement est aussi bien rodée, et toi tu proposes un truc qui est, mais je peux même pas dire autrement, guignolesque, indigeste, les adjectifs ne manquent pas. Andy, tu as vu ce match également, je crois, Oui, alors est-ce que tu es aussi sévère que Michel? Est-ce que ça a été guignolesque pour toi côté belge? Ce match-là est à l'image de cette génération. À l'image de cette génération, de cette équipe, depuis, on peut même la citer depuis même la Coupe du Monde au Brésil. Ouais, on attendait beaucoup plus de la Belgique. Finalement, on a eu une Belgique poussive. À l'Euro, pareil, on a eu une défense assez bancale. On l'a senti, on l'a vu contre l'Italie. À chaque fois qu'il y avait un ballon dans la surface, c'était tout de suite la panique. Même contre l'Irlande, finalement, avant qu'ils marquent les buts contre l'Irlande en première mi-temps, c'était pas serein côté belge. Deuxième match. On sent qu'il y a pas d'âme, il n'y a pas de collectif. C'est chacun joue pour soi, chacun veut aller de son exploit individuel. Ouais. Et voilà, ce match contre le Pays de Galles résume parfaitement cette génération et cette équipe de Belgique, quoi. Alors j'ai une question concernant l'entraîneur Marc Wilmots, ex-attaquant de Bordeaux notamment, entre autres. Est-ce que Wilmots va rester? Est-ce que vous avez des infos sur le futur du sélectionneur de la Belgique, sachant que Michel, toi, tu es en contact toujours assez rapproché avec Denis, avec la fédération belge. On salue Denis qui est notre spécialiste de la Belgique. Avait postulé pour le poste il y a 6 ans. Ah oui, effectivement, il a envoyé, ça c'est extraordinaire, Denis qui a envoyé une lettre pour postuler au poste de sélectionneur de la Belgique. On lui a répondu, mon cher Denis, merci pour votre candidature, mais on a trouvé Georges Lekens. On a trouvé mieux, on a trouvé Georges Lekens, quoique Lekens c'était pas non plus le super entraîneur, mais je pense que Wilmots aura du mal à se relever de ce... Parce qu'il se fait camoufler. Il se fait dézinguer par la presse belge, évidemment. Depuis le premier match, et bon. Alors ma question, elle est aussi peut-être... C'est pas injuste comme
comme charge médiatique. Là, toi, tu soutiens à fond le désengage de Wilmots. C'est pas très sympa, Mathieu. C'est pas très charitable, comme dirait Thierry Roland. Mais non, non, c'est pas très charitable. Il est sympa, Wilmots, mais bon, c'est le mec avec qui t'as envie de regarder un match de foot avec une bière dans le canapé, plutôt que de voir c'est pas faux, d'entraîneur de la Belgique en quart de finale de l'Euro, quoi. Alors c'est pas un meneur d'homme, quand il te fait rentrer un Fellaini alors que t'as un Mertens, t'as des Carrasco, il continue à te mettre Lukaku alors qu'il est tout simplement transparent durant 7 euros. Enfin, il est tout simplement pas au niveau. Il fait un bon match contre l'Irlande, c'est tout. C'est ça. Et après, alors que t'as le Batshuayi, rentre contre la Hongrie et tue le match. Après, t'as des Origi, des choses comme ça. Enfin, voilà, c'est. Les mauvais choix, c'est des mauvais choix. Il a pas d'emprise sur cette équipe. Enfin, puis un peu d'arrogance aussi dans ses discours. Si je ne m'abuse, il avait l'air de dire on passe. C'est-à-dire que c'est génial, il y a pas de problème. Il y a pas une remise en question en plus dans son discours de façon générale. Comme ils avaient été, comme ils sont deuxième au classement FIFA ou etc. C'est un petit peu la Libye, ouais. Comme ils sont aussi cotés. En général, il n'y avait pas de remise en question. Ça c'est alors qu'il y avait des failles béantes. Mais compliqué à gérer ce deuxième rang au classement FIFA. En plus, c'est fou parce que t'as vraiment énormément de qualité dans cette équipe. Individuellement, c'est du top 5 européen, ça c'est clair et net. J'aurais un bémol quand même parce qu'ils n'ont pas de latéraux et parce qu'ils ont des attaquants qui se ressemblent, qui sont un peu interchangeables. Lukaku, Benteke. Ils ont un petit peu des caractéristiques différentes. Origi, c'est un autre registre. Batshuayi, c'est un autre registre. Ouais, mais justement, il les a pas. Il n'a pas utilisé son potentiel offensif aussi de manière judicieuse, peut-être en transformant son système sans cet attaquant de pointe, peut-être avec deux attaquants, je sais pas, voire un 4-3-3. Je sais pas, il y a peut-être là aussi mieux à faire. J'avais l'impression aussi que Hazard et De Bruyne se marchaient un peu sur leurs plates-bandes respectives. Ça a été un débat au cours de cet Euro, l'influence. Autre chose que je lui reproche à Marc Wilmots, et ça c'est ce que tu as dit, Andy, ça c'est très juste, c'est pas un meneur d'homme. Donc c'est un mec qui est pas capable d'insuffler le goût de la victoire à ses joueurs. Quand t'entends un mec, alors ça a fait rire tout le monde, c'est clair, c'est drôle. T'as un De Bruyne qui est interviewé après des matchs où il y a pratiquement aucun contenu, et t'as le mec qui te sort écoute, je m'en bats les couilles, je cite parce que c'est ce qu'il a dit. Je m'en bats les couilles, si on gagne encore 4 matchs, on gagne l'Euro, alors qu'est-ce que tu trouveras à dire? Enfin voilà, ça c'est pas normal, même si c'est drôle. Pour moi c'est gênant. C'est gênant. Tu sens que les joueurs étaient pas. Et ça c'est pas la faute des joueurs, mais c'est à l'entraîneur de faire ce job, de justement motiver les joueurs, leur donner la rage, la rage de vaincre qui n'était pas transmise. Tu sentais pas. Mais à contrario, est-ce que peut-être que dans le vestiaire, peut-être qu'il a fait tout bien, Marc Wilmots. Est-ce que c'est pas la faute des joueurs? Parce qu'il y a toujours ce débat. Est-ce que c'est l'entraîneur? Est-ce que c'est les joueurs qui sont starifiés, qui n'ont pas pris leurs responsabilités? Non. Tu l'as vu en deuxième mi-temps avec l'entraîneur Fellaini. Le mec il rentre. Alors il y a deux hypothèses. Soit c'est Wilmots qui lui a dit écoute, tu rentres et tu fais ce que tu veux. Dans ce cas-là, t'as Wilmots qui a tout faux dans tous les cas. Soit Wilmots lui a passé des consignes et c'est Fellaini dans ce cas-là qui fait ce qu'il veut, mais dans ce cas-là on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. T'as un Wilmots qui n'est pas écouté et qui n'est pas capable d'insuffler ne serait-ce que des principes tactiques simples que maîtrisent les Gallois, qui est quand même une équipe entre guillemets mineure, donc pas une grosse cylindrée. Donc un joueur et un collectif qui ne maîtrisent pas des principes tactiques simples, et des joueurs qui n'en font qu'à leur tête. Voilà, alors ça c'est le réquisitoire de Michel contre la Belgique, contre Marc Wilmots. Et pour finir avec Wilmots, allons-y. C'est même quand tu l'entends à la fin du match, quand il te dit après le but, j'aurais dit une fois, 2 fois, 3 fois de redescendre, et après j'ai lâché l'affaire. Ah ouais, c'est un peu un aveu d'échec. Quand tu entends dire ça, t'as tout compris.
Un aveu d'échec pour Marc Wilmot, cette Belgique qui sort piteusement. Il aurait juste encore manqué qui demande sa femme en mariage. C'est ça. Voilà. Alors c'est vrai qu'à la Coupe du Monde, l'élimination en quart de finale, bon, c'était contre l'Argentine, donc on se disait que même s'ils avaient fait un grand match, parce qu'ils n'ont pas fait un bon match contre l'Argentine, hein, d'ailleurs, en quart de finale à la Coupe du Monde, et d'ailleurs la Coupe du Monde dans son ensemble, la Belgique qui n'a pas forcément là aussi à l'époque joué au niveau auquel on attendait d'elle, mais au moins c'était une défaite contre une grande nation du foot, alors que là clairement c'est une petite nation, le Pays de Galles qui fait un tournoi extraordinaire, mais clairement quand tu es favori, quand tu chutes de cette manière là, bah c'est clairement le terrain qui vient sanctionner un parcours, qui vient sanctionner des lacunes qui se sont accumulées, qui se sont développées, et ça c'est vraiment dommage d'en arriver là. Juste une chose, parce qu'il y a un gars qui mérite pas ça, parce il s'est vraiment battu pour son équipe, c'est Eden Hazard. Et souvent, Hazard qui fait un bon tournoi. Et souvent, lors des matchs, j'ai vu Eden Hazard avec le ballon qui cherchait des solutions, mais aucun joueur n'était capable de lui en proposer. Et justement, là-dessus aussi, je pense qu'il y a un manque de travail. Bah, c'était pas cordé, tu voyais les joueurs qui étaient pas proches du ballon, qui s'éloignaient du ballon au fur et à mesure que l'attaque se déployait. Ouais, il n'y avait pas de solution et de déplacement des joueurs coordonnés et pertinents par rapport à l'avancement du jeu. J'ai trouvé ça dommage pour un désarticulé qui a vécu une saison difficile avec Chelsea, qui avait sûrement à cœur de se rattraper lors de cette compétition. Dommage. Oui. En tout cas, ces joueurs, ils sont pas encore trop vieux. On va peut-être les revoir dans 2 ans, clairement, à condition qu'une autre dynamique, évidemment, soit insufflée. Alors, il est déjà 17h50. J'ai eu un SMS de Cédric qui est assez intéressant. Alors, on revient sur Allemagne-Italie. En fait, il parle de ce fameux 3-5-2 de l'Allemagne. Alors, il trouve que, à part dans les journaux, il faudrait qu'on lui explique où était ce 3-5-2. Alors, selon lui, les Allemands ont été plus proches du 4-4-2 à plat. Dans l'animation, il y a le système et surtout l'animation. Voilà, donc en fait, sur le terrain, on était plutôt sur du 4-4-2 selon Cédric. Est-ce que vous partagez cette analyse? Vedes étant un latéral droit de remplacement, enfin de substitution, il a déjà fait plusieurs fois. Là, je suis d'accord. Kimmich était un peu devant lui, donc Kimmich était un peu dans un mode milieu droit et Vedes était derrière. Ouais, c'est vrai. Donc, oui, effectivement, bon, 3-5-2 ou 4-4-2, c'est kiff-kiff. C'est clair que Kimmich a été plus devant, hein, mais après c'était quoi? C'était Vedes, il y avait Hector. Hector côté gauche, mais lui, il était plutôt avec les 3 autres. Ouais. Et ça c'est intéressant parce que du coup c'est difficile à décrypter, donc ça montre aussi que Löw a réussi à un petit peu mettre en place une animation au-delà du système. Oui, moi je me suis aussi demandé en voyant les commentaires de la presse parlant de 3 défenseurs, moi je pensais avoir mal vu, mais souvent j'avais plutôt l'impression qu'on était à 4 derrière, en tout cas sur la majorité des phases défensives. Maintenant, est-ce qu'on considère la phase offensive, la phase défensive? C'est toujours pareil, hein. Difficile de raisonner uniquement en termes de système. En tout cas, vous ferez votre propre opinion là-dessus, Michel. Le 3-5-2, c'est un système qui est très modulable, hein. Tu peux vite le transformer en 5-3-2, tu peux aussi le transformer en 4-4-2. Ça dépend après dans ton replacement défensif, dans ton positionnement, qui va aller presser le porteur du ballon. Dans ce cas-là, le système est modulable, il s'adapte en fait à ce que propose l'adversaire. Donc c'est un système qui est très modulable. Bon, après, comme dit, j'ai pas vu assez le match pour vraiment donner mon opinion là-dessus, mais en tout cas c'est un système, le 3-5-2, qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup de mouvements, et donc qui est donc modulable. Modulable en fonction des montées des latéraux. Est-ce qu'on est à 5 derrière? Est-ce qu'on est à 3 derrière? Est-ce que selon que le pressing du porteur, voilà, etc. C'est le 5e mec qui va renforcer le milieu. Dans ce cas-là, ça serait un 4-4-2. Tu vois, c'est... Voilà, alors il faudrait en parler avec Cédric, mais il n'est pas là à ce micro aujourd'hui, il sera peut-être là prochainement il y a aussi des 4-4-2, des 4-4-2 où il y a le milieu défensif qui retourne un peu entre les 2 défenseurs centraux.
Ouais. Plutôt en phase offensive. Oui. Enfin, Après ça dépend, le système en fait il se voit surtout chez les équipes qui défendent relativement bas et qui jouent sur la non-possession. Alors là tu les vois, voilà, sur les Landes du Nord tu vois clairement 4-5-1, là c'est limpide et clair. Maintenant sur les équipes plus dynamiques qui attaquent, qui essayent de permuter, qui essayent en permanence de déstabiliser l'adversaire avec un jeu varié, c'est plus compliqué de dégager un système évidemment, et dans ce cas-là je pense que Cédric a raison, il vaut mieux parler d'animation plutôt que de parler de système. Après c'est toujours la simplification sur le papier qui produit des débats et éventuellement des confusions. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon on va clore la boutique pour ce soir puisqu'il est déjà l'heure, 17h54. Je ne vois personne qui demande la parole. Si, Michel. Toi, c'est intéressant ce que tu nous avais dit en off, Paolo, sur justement la relation des médias au football. Et on a vu ce système, on l'a un peu découvert. L'Europe a un peu découvert ce système, le 5-3-2, enfin, ou l'a redécouvert parce que en Italie c'est assez fréquent. Il y a plusieurs clubs qui jouent à 3 défenseurs. Et justement, le rapport par rapport aux médias, enfin les médias, leur rapport par rapport au foot. Et pas mal d'équipes sud-américaines aussi à la Coupe du Monde avaient ça. Ouais, le Chili, je crois. Chili, ouais. On en avait parlé par rapport à la Belgique, il me semble, ou à d'autres équipes, mais en Italie, il y a justement cette vision vraiment de la transition entre la phase défensive et la phase offensive. La phase défensive et la phase offensive. Et ce qui n'est pas forcément étayé dans des journaux étrangers. Et je pense que c'est un point très intéressant. Et je pense qu'on a beaucoup à gagner. Ce qui est marrant, c'est que dans la terminologie, par exemple, en France, on parle des contres, on parle du contre, mais en fait, en italien, il y a un mot précis pour désigner le moment où en fait l'équipe se projette vers l'avant quand elle récupère la balle. Ça s'appelle ripartenza. La repartance, en fait, c'est le fait de repartir après avoir reculé, avoir défendu. C'est le moment où tu vas te reprojeter de façon plus ou moins judicieuse pour lancer, déployer ton attaque, ta contre-attaque éventuellement. Un peu comme la mer qui va vers la plage et qui revient vers le... Ouais, si on peut dire. Et c'est vrai que c'est une notion qui est beaucoup plus considérée dans les médias italiens quand on lit les articles en italien. Ça c'est très intéressant quand tu vois justement que c'était vraiment pas la génération dorée italienne, mais qui a quand même fait un tournoi plus qu'honorable, et qui sans doute s'ils n'étaient pas tombés face à l'Allemagne, ou s'ils avaient gagné cette séance de tir au but, ils auraient pu prétendre à la victoire. Clairement, ça aurait été pratiquement le favori. Au vu de leur match lors de la compétition. Mais justement, des équipes comme l'Angleterre devraient peut-être s'en inspirer au lieu de ou la Belgique, ou l'Espagne. Ou l'Espagne, même si je m'attaque pas directement à la culture, à la culture du pays, mais au lieu de mettre des coachs, des beaufs comme ça, voilà. Non mais des beaufs, ok, d'accord. Avec justement des médias qui racontent n'importe quoi, qui font plus du voyeurisme ou du spectaculaire. C'est vrai qu'il n'y a pas de grand s'intéresser vraiment au fond du problème, ce qu'est le foot et ce que ça représente. Et là-dessus, l'Italie est un très bon exemple. On les taille souvent, l'Italie, le calcio, au Morito, notamment Cédric, qui taille souvent le calcio, mais là-dessus c'est un très bon point, et je pense que tactiquement l'Italie a peut-être un bon longueur d'avance sur ses il y a les coachs espagnols aussi qui s'exportent bien. Emery qui va du côté du PSG par exemple, c'est pas un hasard s'il est espagnol. Les coachs espagnols aussi en Angleterre qui sont assez populaires. Par contre les coachs allemands ils s'exportent pas très bien. Par exemple les coachs anglais, n'en parlons pas. Il y a très peu de managers anglais qui vont à l'étranger actuellement. En France c'est pas si mal par rapport à ceux qui partent, ceux qui sont en France. Claude Puel, l'entraîneur de Southampton. Pour moi, c'est un bon entraîneur. Garcia, ce qu'il a fait en Italie, c'est quand même assez spectaculaire. Quand il arrive, il gagne 10 matchs de suite après son arrivée. Mais c'est vrai que au niveau du foot anglais, du foot belge, c'est des générations vraiment intéressantes. Et il faudrait un sélectionneur qui soit à la fois un entraîneur, un tacticien et un meneur d'hommes. Et ça, il faudrait trouver ça. Ils ont les moyens quand même. Est-ce que les Anglais, en s'orientant peut-être vers Laurent Blanc... je sais pas dans cette direction. Je sais pas si Laurent Blanc peut-être il a ce côté flegme britannique qui leur permettrait. Je sais pas, je suis pas un fan de Laurent Blanc moi. J'ai envie de dire que faudrait éviter Laurent Blanc. Mais quand même.
Wenger, on peut dire qu'il est anglais. Wenger, ça fait 20 ans qu'il y est. Il parle parfaitement la langue, il connaît parfaitement le pays. Peut-être une solution intéressante, Wenger. Mais en tout cas, il faut quelqu'un d'un calibre supérieur à Auxonne. Et pareil pour les Belges, parce qu'ils ont moyen de bien faire. Ils ont moyen de trouver vraiment une équipe qui pourrait gagner. Pareil, la Belgique qui va en finale d'un Euro, c'est déjà arrivé. C'est arrivé en 80. C'est arrivé également en 86. La Belgique finit 3e de la Coupe du Monde en demi-finale. 4e, pardon. Excusez-moi. Alors 3e en demi-finale, ça c'est sûr. Et donc il y a possibilité de faire quelque chose avec cette Belgique, mais à condition là de trouver peut-être l'homme idéal pour encadrer et propulser cette génération vers la victoire. Voilà, cette fois par contre on a utilisé je crois à fond le temps disponible, le rap disponible. Temps additionnel. Voilà, le temps additionnel. Donc là il faut rendre l'antenne. Dynamisme t'a-t-il convenu? Ah oui, Michel, là, tu étais plus performant que vendredi, je dois dire. Il n'y a pas eu de phase de La transition entre la phase offensive et défensive était bonne ce soir, Michel. Parfait. Merci Andy, merci Michel, merci Mathieu pour cette émission. On se retrouve demain pour un nouvel opus du Moritoro 17h sur le 91.9 FM. À demain. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao.